Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Mise au point du ministre de l'Intérieur béninois Alassane Seydou relative à la délimitation des frontières entre le Bénin et le Togo. Les autorités locales et la presse ont été appelées à la prudence face à la désinformation, une problématique qui pourrait selon lui être un frein à la cohésion pacifique entre les communautés. Une conférence pour mettre en avant le potentiel économique de la Somalie, c'est la stratégie initiée par les autorités qui ont profité de cette occasion pour lancer un message aux partenaires internationaux. Et puis un point en fin d'édition sur l'actualité sportive, marquée notamment par la consécration de l'USM Alger, vainqueur de la finale de la Coupe de la Confédération. Notre journaliste sportif José Douglas est avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, retour progressif au calme à Dakar au Sénégal. La capitale sénégalaise avait été depuis le 1er juin le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des heurts survenus après la condamnation d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Bilan de ces violences, au moins 16 morts. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui fait état d'environ 500 arrestations. De son côté, la Croix-Rouge affirme être venue en aide à 357 blessés. Le 4 juin, le PASTEF a publié un communiqué dans lequel il dénonce, je cite, la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité. Le parti accuse par ailleurs le gouvernement d'avoir fait appel à des milices privées pour mater les protestataires. Les autorités, quant à elles, estiment que le PASTEF est soutenu par des forces occultes venues déstabiliser le pays et le plonger dans le chaos. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a lancé un message adressé notamment à la presse et aux autorités locales en lien avec la délimitation des frontières entre le Bénin et le Togo. Dans un communiqué publié le 2 juin, il leur demande de faire preuve de prudence en s'abstenant de divulguer de fausses informations. Rappelons que cette question de délimitation des frontières est traitée par une commission mixte paritaire. Les explications de Joël Ballot. Pour mettre fin aux polémiques autour de la frontière Bénin-Togo, longue de 651 km et qui délimite les territoires du Bénin à l'est et ceux du Togo à l'ouest, le ministre béninois de l'Intérieur, Alassane Seydou, a publié un communiqué le 2 juin. Il notifie les autorités locales et la presse de s'abstenir de propager de fausses informations susceptibles d'entraver la cohabitation pacifique entre les peuples du Bénin et du Togo, notamment en ce qui concerne les villages et hameaux situés le long de la ligne de démarcation. Avec la République du Togo, les travaux ont abouti à la réaffirmation de la frontière à travers la construction de 243 bornes frontières, dont 24 bornes doubles, et un projet de construction des bornes de densification conformément au procès verbal d'abornement franco-allemand du 20 octobre 1913. Ces travaux ont créé le basculement de localités de part et d'autre de la ligne frontière. L'équipe technique conjointe s'apprête à rédiger la cartographie de la ligne frontière qui fera ressortir la position réelle des villages et hameaux par rapport à la ligne. Les localités situées à l'est seront sous la souveraineté du Bénin et celles à l'ouest seront sous la souveraineté du Togo. Avant ces travaux, la revendication d'un village ou hameau ne saurait se faire par des acteurs frontaliers ni par les populations vivant dans les zones frontalières ne maîtrisant pas la ligne frontière. La construction de bornes de densification va permettre aux populations riveraines de connaître les limites de leur territoire afin d'éviter tout conflit. Le véritable problème, c'est la faible présence de l'État dans les localités frontalières. En effet, plus vous vous éloignez des capitales en Afrique, et moins vous avez d'État. Et donc, ça crée un sentiment de frustration, ça crée un sentiment de ne pas appartenir à l'État. Et ça entraîne des porosités au niveau des frontières qui facilitent du coup la circulation de la criminalité, la circulation du trafic. Et des fois, vous avez des populations qui, manquant de services publics dans leur contrée, vont la chercher ailleurs. Et ce qui crée aussi donc des frustrations. Notons que si le Bénin collabore de façon plus collégiale avec le Togo sur la délimitation de leurs espaces terrestres et maritimes respectifs, le Togo est également en pourparlers avec le Ghana sur la même question.
La Somalie est en quête de prospérité économique. Le pays a organisé sur 2 jours une conférence pour mettre en exergue son potentiel, notamment dans le secteur agricole. Un rendez-vous majeur aux yeux des autorités qui souhaitent attribuer à la Somalie une nouvelle image, souvent ternie par le terrorisme et la famine. Un sujet de la rédaction. Investisseurs, représentants d'institutions ou encore membres du gouvernement y ont répondu présents. La Somalie a abrité du 30 au 31 mai une conférence économique. L'enjeu, mettre en avant les potentialités du pays. Le Premier ministre, Hamza Abdi Barre, a profité de cette occasion pour lancer un message aux partenaires internationaux. Cette conférence économique marque un moment important dans l'histoire de notre pays. C'est une preuve de notre engagement à tracer une nouvelle voie vers la prospérité économique et un avenir meilleur pour tous les Somaliens. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage pour investir en Somalie et à vous associer à notre secteur privé. À nos partenaires internationaux, je vous invite à voir au-delà des défis auxquels la Somalie a été confrontée dans le passé. Regardez les immenses opportunités qui vous attendent ici. Investissez dans nos industries, transférez votre technologie et votre expertise et soyez un catalyseur de changement. Parmi les opportunités d'affaires dont dispose le pays, le secteur pétrolier mais aussi agricole, un domaine qui représente jusqu'à 60% du produit intérieur brut de la Somalie selon les Nations Unies. Mais ce potentiel se heurte à un fléau qui sévit dans la corne de l'Afrique, la sécheresse. En 2022, elle a causé la mort d'environ 43 000 personnes dans le pays, d'après un rapport conjoint du ministère de la Santé, de l'OMS et de l'UNICEF. La Somalie est prête pour les affaires. Nous avons du pétrole, une longue côte inexploitée pleine de poissons et des terres arables autour de 2 rivières. Venez investir en Somalie, nous sommes prêts à faire des affaires avec le monde. Des opportunités d'investissement freinées aussi par l'insécurité. La Somalie est en effet ciblée par des attaques terroristes perpétrées par Al-Shabaab, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, qui sème régulièrement la terreur à Mogadiscio. Soulagement pour la Tanzanie. Le pays a déclaré ce 2 juin la fin de l'épidémie de maladie à virus Marburg qui était apparue au mois de mars dans la région de Kagera au nord-ouest. Une épidémie qui a causé la mort de 6 personnes. L'information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé qui précise par ailleurs que le dernier cas confirmé a été testé négatif à la date du 19 avril. Les précisions de Mildred Yamou. Fin de l'épidémie du virus de Marburg en Tanzanie. Plus de 2 mois après le début des contagions, la maladie à virus de Marburg a été éradiquée dans le pays, selon une annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé le 2 juin 2023. Un succès attribué à une réponse rapide des autorités tanzaniennes et au déploiement efficace des équipes d'intervention d'urgence dans les zones touchées, se réjouit l'OMS. Le gouvernement tanzanien a eu le mérite d'avoir une communication adaptée et ciblée face aux communautés en appelant au calme et en rassurant par le contrôle. La deuxième chose que le gouvernement tanzanien a pu faire, c'est d'avoir un système de soins rapide, résilient, qui a pu développer très rapidement des techniques biomédicales, donc une réponse sanitaire adaptée. Le dernier cas confirmé de Marburg a été testé négatif le 19 avril 2023, déclenchant ainsi le compte à rebours obligatoire de 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Au total, 9 cas et 6 décès ont été enregistrés lors de l'épidémie de fièvre hémorragique dans la région nord-ouest de Kagera. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de létalité de cas confirmés variait de 24 à 88%, avec une moyenne inférieure à 50%. Comment faire pour que ces efforts soient constants et durables? La première stratégie, c'est d'éviter le contexte de pluralisme médical en Afrique. Il faut une éducation à la santé pour sensibiliser les populations à la réponse médicale adaptée. Et enfin, je dirais une réponse qui concerne plus l'État tanzanien, mais aussi les États voisins, les virus n'ayant pas de frontières, c'est de développer la diplomatie sanitaire. Le ministère tanzanien de la Santé a confirmé la présence du virus de Marburg dans le pays le 21 mars 2023. Il s'agissait de la première épidémie de ce type en Tanzanie, selon l'OMS.
Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement antiviral, mais l'OMS a déclaré que des traitements potentiels, y compris des produits sanguins, des thérapies immunitaires, ainsi que des vaccins candidats précoces sont en cours d'évaluation. L'actualité sportive à présent avec la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, une rencontre marquée par la victoire de l'Union sportive de la Médina d'Alger. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Kamesh. José, l'USMA s'est donc imposé face au club tanzanien Young Africans. Oui, malgré la défaite Hadar El Salam, à l'occasion de la marche aller 2-1 le 28 mai, l'équipe tanzanienne des Young Africans n'a pas réussi à déjouer les pronostics et ce samedi 3 juin, au stade du 5 juillet 1962 à Alger, malgré cette fois une défaite de l'USM Alger, 1-0, les Algériens ont eu le dernier mot et ont soulevé le trophée du vainqueur. Cette Coupe de la Confédération Total Energy qui est née en 2004 de la fusion entre la Coupe de la CAF et la Coupe des vainqueurs de la CAF, c'était donc la 20e édition. CS Sfaxien l'a remporté 3 fois, Étoile du Sahel, TP Mazembe, RS Berkane et Raja de Casablanca à 2 reprises. Une autre rencontre était aussi très attendue ce week-end, José. Il s'agissait de la finale aller de la Ligue des champions de la CAF opposant Al Ahly au Wydad Casablanca. Et oui, le club égyptien d'Al Ahly qui s'est imposé 2-1 à domicile face au Wydad de Casablanca, s'assurant de 11e trophée de la compétition grâce à un but marqué à l'extérieur. Les Marocains gardent aussi toute leur chance malgré match retour le dimanche 11 juin. Ce sera donc au Maroc. José, un point à présent sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Nigeria s'est fait surprendre par la Corée du Sud en s'inclinant 1-0. Plus de sélections africaines dans la compétition sont qualifiées pour les demi-finales. Corée du Sud, Uruguay qui bat les USA 2-0, Israël qui bat le Brésil 3-2, l'Italie qui sort la Colombie sur le score de 3-1. Autre actualité sportive, le prix Marc-Vivien Fouet a été décerné au Congolais Chancel Mbemba. Exactement, il faut dire aussi que les Marseillais ont marqué le championnat cette saison et terminent 3e et joueront les qualifications pour la Ligue des Champions. Chancel Mbemba a été aussi déterminant dans les résultats. Nous saluons nos confrères d'RFI et France 24 pour cette initiative. Et puis la Nigériane Aziza Oshoala qui est blessée en ce moment, est devenue championne d'Europe de la Ligue des champions UEFA avec le FC Barcelone qui a remporté la finale 3-2 à Wolfsburg, à Eindhoven, aux Pays-Bas, devant près de 35 000 spectateurs. Parlons à présent de la fin du championnat de France, José. Oui, un championnat qui s'est achevé, vous le savez, samedi 3 juin avec le titre pour le Paris Saint-Germain qui était talonné de près par l'équipe de Lens. Jimmy Adjoviboko a été l'un des éléments importants de cette équipe du nord de la France et nous dit comment a-t-il vécu cette saison qui vient de s'achever pour son équipe de cœur. Écoutez. J'ai pris, comme beaucoup de gens qui aiment le football, beaucoup de plaisir à voir cette équipe jouer, voir cette équipe sur le terrain, ce qu'elle donne. Je pense qu'aujourd'hui, le Racing Club de Lens a retrouvé ce qu'il était, c'est-à-dire cette équipe qui travaille, qui joue, qui communie avec le public. Et puis au niveau du public, toujours ces valeurs d'entraide, de solidarité. Quand on va au Racing Club de Lens, c'est une grande famille et on a retrouvé tout ça cette année et ça fait grand plaisir. Et plusieurs joueurs africains évoluent à Lens, vous le savez, l'Ivoirien Seko Fofana qui a été l'un des artisans de ce succès, le gardien Brice Samba qui joue avec l'équipe de France, mais il est franco-congolais, Salis Abdoul Samed, international ghanéen, et Massadio Aïdara qui est malien, et certains joueront la Ligue des champions d'Europe. Encore un mot de Jimmy Adjoviboko. C'est vrai que ce club a toujours été très proche du continent africain. À l'époque, on avait les François Mambiik, les Roger Bolli, moi-même. On a toujours eu beaucoup de joueurs d'origine africaine et on a toujours été très très bien accueillis. Encore une fois, cette région est une terre d'accueil, de solidarité et les Africains y prennent toujours beaucoup de plaisir.
Et puis on clôture avec la performance de la Tunisienne Ons Jabeur à Roland-Garros, José. Oui, très solide mentalement. Elle est venue à bout de la joueuse serbe Olga Danilovic en 3-7 samedi 3 juin, si vous avez suivi le match, et a eu le temps de se reposer, mais ça va très vite, vous le savez, Kamesh. Et elle se retrouve en 8e de finale ce lundi 5 mai, 5 juin, pas mai, 5 juin, je dis bien, face à l'américaine Bernarda Pera pour la 4e manche de la compétition. Ons Jabeur, si elle retrouve 100% de ses moyens, de ses capacités, elle peut se qualifier ce lundi pour la première fois en quart de finale de Roland-Garros. Rappelons qu'elle était blessée au mollet à Stuttgart. Ensuite, elle a déclaré forfait à Madrid et elle était tenante du titre. Et elle a été, vous le savez, elle est 7e joueuse mondiale et elle a fait une courte apparition à Rome, battue dès son premier tour ou dès le premier tour par Paola Badoza. On souhaite bonne chance en Jabeur. Et puis, je voulais juste vous rappeler que ce lundi 5 juin, il y a 40 ans, jour pour jour, que Yannick Noah, qui avait 23 ans à l'époque, numéro 6 mondial, faisait parler la poudre sur la terre battue de Roland-Garros en remportant la finale face à Mats Wilander, qui n'avait que 18 ans. Et beaucoup de jeunes ramasseurs de balles du continent africain œuvrent en ce moment à Roland-Garros. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Kamesh. Avec plaisir, José. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.